F1. Bonjour à tous et bienvenue à ce 62e épisode de votre bulletin F1. Je suis très content d'être ici en ce moment avec vous. Et puis, nous allons débuter ce podcast avec plusieurs sujets différents. Non. Qui m'interrompt. Ouais. Non. Là, c'est fini. Je suis de retour. C'est officiel, là. Là, c'est officiel. Je suis de retour. Bonjour à tous et bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin F1. Mon nom est Abdoussal et bienvenue à l'épisode numéro 62. Et comme vous l'entendez bien, je suis de retour après 3 bonnes semaines d'absence parce que, l'école c'est important les amis, alors ça fait du bien. Alors, au menu cette semaine, pour mon grand retour, on revient sur le Grand Prix de Turquie qui nous a offert tout un bon spectacle. On va revenir sur de la pole, position surprise de Lance Stroll à la victoire disons inattendue de Lewis Hamilton, en passant par plein d'autres trucs. Puis si on a le temps, on va parler un peu de la W Series qui a fait les manchettes durant la semaine. Alors, mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs, c'est un départ. Ah, quelle joie de revenir. Je suis un peu rouillé, mais c'est pas grave, parce que j'ai tous mes collaborateurs. Alors, vous l'avez entendu au début avant que je l'interrompe. Je m'excuse, Marc-André. Pas vraiment. Aucun problème. Donc, on a Marc-André Fortin. Salut, Marc-André. Salut à tous. Oui, ça va bien. Ça va très bien, et toi? Pas trop vexé. En fait, non, à la place, je vais te dire un gros merci d'avoir pris la relève pendant mon absence. Ça a été beaucoup mieux que ce que je fais d'habitude. Alors, top notch. J'ai rien à redire. Merci beaucoup. Et on a Maria Mercado Lopez aussi qui a remplacé Marc-André et moi pendant qu'on était sur des occupations scolaires. Salut Anna Maria. Salut Abdou. Comment vas-tu? Merci beaucoup. Ça va bien? Oui, ça va bien. Super. Et j'ai l'honneur pour la première fois de l'introduire. C'est un ami de l'émission et du blog Le Bulletin F1. Je l'accueille officiellement. C'est Jean-Sébastien Barbeau. Salut Jean-Sébastien. Salut Abdou. Comment vas-tu? Eh bien écoute, ça va bien. Et moi, je vais tout de suite jeter un pavé dans la mare. Quand tu as dit victoire inattendue de Lewis Hamilton, je voudrais juste citer un tweet à 5h35 du matin, soit à peu près 22 minutes après le début du Grand Prix. Du moment que Lewis Hamilton a fait le tour le plus rapide en course, j'ai écrit « Il va gagner la course, je le cale ». Et j'avais raison. Et voilà. Entendu, pas si sûr. Félicitations, Jean-Sébastien. Vraiment, c'était... Nous, on pensait que c'était inattendu. Toi, tu l'as vu juste. Va t'acheter un billet de loterie par la suite. Moi, j'avais dit, et rappelle-toi, Marc-André, j'avais dit, peu importe qu'est-ce qui se passe, Hamilton, il va gagner. Il est toujours dans la course. Et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Et à la fin, c'est Lewis Hamilton. Ah, et voilà. Au final, c'est l'Allemagne qui gagne aussi, là, parce que c'est Mercedes. Il y a une bonne partie de vérité là-dessus. Eh écoutez, ça a été un Grand Prix, ma foi, incroyable. Autant les essais que les qualifs et la course. Et avant d'aller en détail avec cela, Marc-André a dit qu'il voulait revenir une vieille tradition. On va le faire maintenant que je suis de retour. Les évaluations post-Grand Prix. Alors,
tiens, on va laisser la parole à Jean-Sébastien. Quelle est ta perfo du jour, ta contre-performance du jour et ton moment cocasse? Je vais y aller avec le moment cocasse tout de suite, comme ça sera réglé. Oui. La curiosité était d'inverser la deuxième et la troisième place sur le podium. Ouais. C'est ça d'avoir trouvé ça bizarre. Ouais, j'ai trouvé ça bizarre aussi. C'était assez bizarre, effectivement. Je veux dire, on n'a jamais vu ça. Je me rappelle pas d'avoir déjà vu ça, où le troisième se situe à la droite du vainqueur et le deuxième à sa gauche. Donc, c'était juste un peu cocasse. Donc, bon, ça, c'est juste un point de détail. La contre-performance du jour, allez, je sais pas, il y en a plein, je veux dire. Tiens, Daniel Kvyat. On l'a même pas entendu. Est-ce qu'on a entendu parler de son nom pendant tout le week-end? Est-ce qu'on a entendu le mot Kvyat pendant les 3 jours du week-end? Même, Je pense que non. non, même Pierre Gasly, hein. Bon, ça aurait pu être aussi Romain Grosjean à la limite. Donc, non, il a abandonné, donc on l'a entendu. Kevin Magnussen aussi aurait pu être la contre-performance du jour. Ouais. La performance du jour, par contre, les Ferrari, c'était sur une piste qui semblait bien les avantager. Vettel troisième, Leclerc quatrième. N'eût été à 2 virages près ou même à 1 virage près, ça aurait été l'inverse. Je pense que la vraie performance du jour, elle est sans doute là. D'autres diront Lance Stroll, mais par les problèmes qu'il y a eu pendant le Grand Prix, je n'irai sans doute pas lui donner, donc on va la donner à Ferrari. Ça sera peut-être la seule fois de la saison où on pourra leur dire que c'est la performance du jour. Je suis complètement d'accord. On va donner un peu de répit à Ferrari pour cet épisode parce que pour ceux qui ne le savent pas, on a depuis le début de l'année une habitude de roast Ferrari parce que les performances n'y étaient pas. Mais... Donc cette fin de semaine, on leur donne un peu de répit. Et tu sais quoi? Oh oui, vas-y. Binotto n'était pas là. Ah, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Binotto n'était pas là. C'est la première fois qu'il y a vu que Binotto n'était pas là. Hasard ou pas? Ouais, Illuminati confirmé, hein? Illuminati confirmé. Binotto n'est pas là. Ferrari réalise de meilleures performances. Vettel obtient son premier podium de la saison. Coïncidence? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Les conspirations peuvent commencer. Faites vos recherches. Ouais, nous sachons. Maintenant, Anna Maria, quelle est tes évaluations post-Grand Prix? On dirait que la performance de Joe, il faut la donner. On ne peut pas la donner à Stroll. Ouais. Disons que même s'il a fait la pole, c'était très bien. Même s'il a mené la course pendant 30 tours, après, ça s'effondrait, c'est ça. Mais c'est Hamilton qui a réussi. C'est ça. On peut lui donner la performance de jour. Parce que pendant la course, c'est lui qui, quand il prend la tête, il a doublé Bottas. Oh, ça, c'était douloureux à voir. Mal contre la performance de jour. C'était dur, c'était difficile. Je ne sais pas s'il y avait des problèmes, mais il y a beaucoup de difficultés à se tenir en piste. On a perdu la compte de combien de tacos il a fait. Mais il s'est glissé partout. On dirait que lui, il disait que c'est le pire jour de sa vie. La course était difficile pour lui. Fait que ça, c'était la contre-performance de jour. Et les moments cocasses, c'est les podiums. C'est la même chose que était inversé les numéros, mais ils n'ont pas inversé les drapeaux. Parce que Sébastien Vettel, il y avait les drapeaux mexicains. Et Pérez, il y avait les drapeaux allemands. Qui prouve qu'ils ont mal placé les podiums. Oui. Parce que le système informatique, lui, était correct. Donc, ils ont juste mal placé les pieds de podium. C'est ça. Oui, j'ai dit. Pas dur de lire. C'est écrit en 2 et 3 en gros. Oui, c'est ça, il était bien écrit, mais je ne comprends pas. Ma fille me demandait qu'est-ce qu'ils ont fait. Il a dit peut-être qu'il a écrit à l'envers. Ouais, je veux dire, c'est vrai, comme j'ai écrit sur Twitter, c'est vrai que Perez a passé quelques années au
en Allemagne. Je veux dire, il reste mexicain. Puis je veux dire, on a tous, je pense, c'est une image qui est passée un peu partout sur Twitter, celle de Sébastien Vettel en train de porter un sombrero pendant la Race of Champions qui avait lieu à Mexico, justement. Je veux dire, c'est presque legit, mais je veux dire, c'est pas comme si... Et en plus, ouais, vas-y. le plus drôle, c'est que Vettel, il a volé sa place 12e fois. C'est vrai. Même si c'était pas sa faute, il a volé sa place. C'est vrai, hein? Autant pour l'année prochaine que dimanche. Oui. Ah, c'était tellement drôle, ça. Ce Grand Prix nous a offert de bons moments cocasses. Et j'ai hâte de... Et justement, avant que je passe à Marc-André, et justement, Anna-Maria, quand tu as dit que c'était la pire journée de sa vie, il a ajouté aussi l'histoire de la chauve-souris et... De la chauve-souris. Ouais. Et qui a Mais amené... il est quand même drôle, parce qu'on s'attend pas... ils sont très forts, les Finlandais, pas trop de humour, mais c'était difficile. Oui, il fait une blague, il y avait des mots qu'il a mal pris. Je dis, mais là, franchement... Ouais, non, c'est ça. Je pense que à un moment donné... Oups. Je pense qu'on a un petit problème technique. Ah, parfait, c'est parti. Non, c'est ça, c'est que, en fait, le truc, c'est que, pour mettre en contexte, c'est que Bottas, quand il a dit que c'était la pire journée de sa vie, il a ajouté du fait que ça est le jour où un homme a acheté la chauve-souris à Wuhan. Et ça n'a pas plu aux Chinois, puis Mercedes... au moment d'enregistrer l'épisode mercredi matin, a dû clarifier sur un réseau social chinois les commentaires de Bottas. Et en plus de ça, il y a Nikita Mazepin qui est pressenti pour prendre un des 2 volants chez Haas en 2021, qui a souhaité joyeux anniversaire au coronavirus sur Instagram. La story a été enlevée, puis évidemment, il a reçu... toutes sortes de bêtises sur les réseaux sociaux. Surtout du fait aussi que le père de Robert Schwartzman est malheureusement décédé de la COVID-19 au mois d'avril, en fait. Donc, disons que ce sont 2 pilotes qui sont passés aux nouvelles pour les mauvaises raisons après le Grand Prix de Turquie. Marc-André, as-tu un moment cocasse, perfo, contre-perfo? Je pourrais commencer par mon moment cocasse, tant qu'à ça. Moi, c'est Bottas qui, à peu près là, vers la fin, son ingénieur lui rappelle qu'il lui reste 4 tours à faire au Grand Prix et qu'il lui répond qu'il aimerait que sa course se termine beaucoup plus rapidement que ça. Alors, ça prouve que cette journée a été lamentable pour les Finlandais. Ça a été une course très difficile. Je vais pas le mettre dans ma contre-performance parce que je viserais davantage Max Verstappen pour toutes sortes de raisons. Je pense que au moment de la course, je me disais que d'attaquer, je pense qu'à ce moment-là, c'était Perez, c'était une bonne chose, mais en rétrospective, je me suis rendu compte que il aurait dû être patient puis attendre une occasion pour le dépasser à un autre moment. Ça lui a coûté tout simplement la course et même une meilleure position alors qu'il a terminé 6e dans des conditions qui étaient assez difficiles avec des pneus qui ne roulaient pratiquement plus. Il a dû faire des changements de pneus en fin de course. Donc, pour toutes ces raisons, je donnerais ma contre-performance à Max Verstappen. Je suis d'accord aussi. Et ta performance du jour? Et j'ajouterais aussi peut-être une autre petite contre-performance. Et on va en reparler en fin de podcast, mais à la FIA et au directeur de course pour l'incident de la grue en Q2, mais on va en reparler, donc je mets ça sur la glace et je reviens avec ma performance du jour. Je la donnerai à Hamilton. Pardon, mais ça, c'est même pas une contre-performance, ça, c'est hors catégorie, là, rendu là. Exact. Je suis d'accord. Donc, c'est dur à penser qu'un autre incident comme ça se soit produit en 2020, donc on va en reparler. Mais ma performance du jour, je la donnerai à Hamilton pour toutes les raisons qui lui donnent la victoire. Le fait qu'il est resté pendant 50 tours avec des pneus intermédiaires, on l'a vu
toutes sortes de photos après les Grands Prix où le train de pneus était complètement détruit. C'est étonnant de voir que son pilotage qui lui a donné comme cette victoire. Donc, vraiment, j'ai été heureux de voir un Lewis Hamilton aussi en forme pour gagner son 7e championnat du monde. Et puis, pour toutes sortes de raisons, je le donnerai à Hamilton. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Excellente performance de Lewis Hamilton, qui ne cesse de nous impressionner, en fait. Alors, toujours. Comme toujours, évidemment, Jean-Sébastien puis Anna-Marion ont vu venir la victoire d'Hamilton. On en reparlera aussi quand on terminera avec ce Grand Prix de Turquie. Puis évidemment, je vais essayer de rester calme parce que j'étais pas très content quand j'ai vu l'incident de la grue Moi non plus. Puis je l'ai même écrit dans les tops et contre-performances que vous pouvez aller lire sur bulletinf1.com. Bon, on va revenir sur le Grand Prix de Turquie après 9 ans d'absence qui revient dans le calendrier de la Formule 1. Et bon, je ne veux pas remercier le coronavirus, c'est une situation exceptionnelle. Mais disons que avec des conditions de piste un peu difficiles pour les pilotes, où les pilotes ont eu de la difficulté à rouler sur une piste qui a été resurfacée il y a 1 mois à peu près, où il reste encore de l'huile, et en plus il a plu pour la première fois un dimanche à Istanbul. Et samedi, ça nous a donné une pole inattendue, alors que Max Verstappen dominait les essais libres 1, 2, 3, Q1 et Q2, Q3, une stratégie de fou. En anglais, ils appellent ça Master Stroke. Et c'est Racing Point qui arrive avec Sergio Perez et Lance Stroll sur des pneus intermédiaires. Perez bat Verstappen en premier, mais c'est Stroll qui obtient le point final et obtient sa première pole position. Il devient ainsi le 101e pilote différent à obtenir la pole position en 70 ans de Formule 1. Évidemment, ça a créé ici au Québec une joie incommensurable. D'autres, bon, les dénigreurs évidemment vont dire « Ah, mais il a acheté la pole, il est sous enquête, mais il a été blanchi après ça. » Qu'avez-vous pensé d'abord de la stratégie de Racing Point de opter pour les inters? Qui veut commencer? Visiblement, c'est une voiture qui fonctionne bien sous cette condition de pneus. Lance Stroll a surtout un certain talent sur une voiture, que ce soit la Williams ou que ce soit la Racing Point, dans des conditions assez capricieuses intermédiaires. Je me rappelle d'une superbe, peut-être une 2e place à Monza il y a quelques années, à sa première année en Formule 1, sur les conditions de pluie. Conditions, pas la grosse pluie, pas le temps sec, vraiment sur l'entre-deux. Et c'est ce qu'on avait lors de Q3. Donc, Stroll est vraiment bon dans ces performances-là. C'est assez rare de voir des pilotes qui arrivent à bien se démerder dans ces conditions-là. C'est soit être bon sous le sec ou être très, très bon sous la pluie, comme l'était un Michael Schumacher ou un Lewis Hamilton, par exemple. Mais c'est une condition intermédiaire. C'est assez... il y a une espèce de jeu de roulette ici qui s'installe. Là. Il y a un peu de chance. Sauf que Stroll, lui, ça a l'air être très bon là-dessus. Donc, tant mieux. Pas tout sûr, c'est tant de la stratégie qu'une certaine forme de talent pour Stroll, cette condition assez hasardeuse. Oui, je suis d'accord. Oui, c'est ça. On dirait que lui, il est dans des conditions extrêmes, difficiles, où tout le monde ne sait pas où est-ce qu'il s'en va. Ça a l'air que lui est concentré, lui est confortable. Ça a l'air que là, ça marche. Je ne sais pas pourquoi. Mais aussi... les comentaristes, tout le monde dit, c'est parce que il vient de Québec, c'est difficile à conduire tout le temps parce que c'est l'hiver, il c'est froid, c'est gelé, c'est glissant. Fait que, on a tendance à dire que des pilotes qui viennent d'ici ou qui viennent de la Finlande, et quand se retrouvent dans un circuit mouillé, ça va aller très bien. Mais disons que c'est pas la même chose pour Bottas. Ouais. Oui, mais il était quand même très bien.
je savais pas, je croyais pas qu'il a réussi, mais il a réussi et c'était juste un seul tour. Il n'a même pas roulé comme Pérez qui a roulé pendant plus longtemps, qui a resté en piste, qui a essayé. Et Stroll, il a eu juste une chance de faire son temps et il a réussi là-dedans. Et qu'est-ce qui m'a surpris le plus, c'est que oui, lui a fait le problème, mais je ne m'attendais vraiment pas que lui puisse amener la course. Alors, oui, ça pour moi c'était une surprise parce que je ne m'attendais pas à qu'elle roule pendant si longtemps à l'avance à mener la course et quand même il y a son... L'auto il roule pas tout seul. Ouais, exactement. Marc-André, excuse-moi, j'ai découpé ton son juste pour des petits problèmes techniques. Pas de problème. Mais qu'est-ce que tu as pensé de la pole surprise de Stroll? Ben, surprise, mais en même temps, je pense qu'il nous a déjà démontré à plusieurs reprises, que ce soit en F3 ou même en Formule 1, qu'il était tellement à l'aise au moment où les conditions sont changeantes. On ne sait pas trop s'il va commencer à pleuvoir, lorsque la piste est humide en tant que telle, on a vu un Lance Stroll qui était en confiance, qui est capable de prendre le volant et de réussir des petites merveilles comme il a fait en fin de semaine en battant Max Verstappen, qui avait été vraiment le roi des qualifications pendant le Grand Prix de Turquie. C'était sa chance d'avoir cette pole et Lance Stroll lui a vraiment coupé l'herbe sous le pied. Alors ça, on peut lui donner on peut que lui donner ce qu'il mérite en fait, parce que c'est vraiment son talent pur et net qui a apporté cette victoire. Et l'observation d'Anna Maria est très intéressante au moment où il a fait seulement un tour et on a souvent vu Williams avec Stroll lui donner un seul tour, même avec Racing Point depuis l'an dernier. Et puis là, il était arrivé en confiance. On sentait qu'il était, malgré les mauvaises performances des derniers Grands Prix, il était en confiance. Puis même, il a fait un seul tour et c'était le tour qu'il devait réussir à faire. Et c'est ce qu'il a fait. Alors, félicitations à lui. C'était un beau tour pour Lance Stroll et il a quand même réussi son départ lorsque la piste était assez mouillée le dimanche. Alors, que c'est vraiment très mérité pour lui. Oui, exactement. Et en plus, si je peux ajouter aussi, pas pour discréditer, mais aussi il y a Perez qui a été bloqué, autant par Carlos Sainz, ce dernier ayant été pénalisé, puis Antonio Giovinazzi aussi, qui a été aussi un peu brouillon sur son tour lancé. Alors, n'eût été de cela, je pense que Racing Point aurait eu un doublé même. Une première ligne toute rose, en fait. Et disons que l'image de Max Verstappen complètement abattu après les qualifs, là, c'est venu me chercher parce que il était tellement confiant d'avoir la pole que personne ne s'attendait à voir Racing Point tenter cette stratégie et finalement que ça rapporte. Alors, et en plus, si je peux me permettre aussi, Esteban Ocon aussi était un de ceux qui avait tenté le pari des intermédiaires en qualif. Il s'est qualifié, je pense, 10e. Donc, la Racing Point a fonctionné. Ce qui était frustrant aussi pour Max Verstappen, c'est que les pneus intermédiaires ne fonctionnaient tout simplement pas sur sa Red Bull, alors qu'il voyait de l'autre côté que Racing Point réussissait à avoir de bons temps avec ce type de pneus. Alors, ça n'a vraiment pas aidé la cause de Max Verstappen après la course. Là. L'image est quand même assez triste de voir un de ses ingénieurs ou un de ses mécanos tenter de le consoler là, après cette qualification. Ouais, exactement. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié quelqu'un m'avait envoyé ses évaluations post-Grand Prix. Je vais blâmer ça sur le fait que j'ai manqué 3 épisodes. Alors, il y a Maxime Bouvrette sur Twitter qui nous a envoyé ses évaluations post-Grand Prix. Performance du jour, autant il était content d'avoir une course sans avoir Hamilton qui mène tout le long, autant il a fait toute une démonstration dont il va se souvenir.
Contre-performance du jour, Valtteri Bottas, pour qui rien n'allait en fait. Et le moment cocasse, le podium, champagne qui asperge pas, erreur de drapeau, erreur de positionnement du podium et pas de foule évidemment, mais ça c'est compréhensible avec la COVID. Champagne qui mousse pas. On est quand même dans un pays musulman très C'est conservateur, donc je ne pense pas en fait que c'était du champagne. Je pense que c'était davantage de l'eau de rose qu'on verra au cours des prochains Grands Prix. Ouais. La saison du Oui, champagne est terminée. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est parce que dans les pays arabes, toujours l'eau de rose parce qu'ils ne peuvent pas mettre de l'alcool sur Ben non. les pots. C'est ça, et c'est pour ça aussi qu'on n'a pas vu Heineken. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas vu Heineken comme commanditaire sur ces circuits et qu'on ne le verra plus jusqu'à la fin de l'année. On a surtout vu Perez par 2 fois essayer d'ajouter la bouteille de champagne, même en cognant sur le sol en disant elle va mousser et de réaliser que finalement non, c'était pas du champagne. on s'est tous un petit peu fait avoir en disant non, il n'y en avait pas. C'est Pas cérémonie. Kimi parce que Kimi est très déçu quand il ne sait pas de champagne et il goûte. Oh là là. Oh là là, Kimi ne serait pas Cette content. réputation le suit encore. Ouais. Je pense pas qu'il goûtera au champagne. À moins d'une surprise, je ne pense pas qu'il goûtera au champagne en 2020. Certainement pas, ça sera que de l'eau de rose. Ah ouais, encore moins. Encore moins Encore de l'eau de rose. On a donnera une crème glacée. Ah oui, de la Magnum si possible. Ou bien même Oreo. Ouais, Oreo aussi. C'est mes préférés. Si on a parlé de la pole de Stroll, on va parler du départ en fait, parce que tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait un premier tour de fou et on n'a pas été déçus en fait. On n'a pas été déçus en fait. Oui, les Racing Points se sont envolés, mais derrière, il y a Max Verstappen qui a eu de la difficulté à enclencher une vitesse. Il y a Sébastien Vettel qui était comme une flèche au premier tour. Lewis Hamilton qui a été, disons, chanceux de ne pas avoir été impliqué dans ce genre d'accrochage, entre guillemets, entre Bottas et les deux Renault de Ricciardo et Ocon. Et d'ailleurs, Bottas et Ocon se sont accrochés un peu plus tard sur le même tour, ce qui a fait en sorte que les deux se sont retrouvés bons derniers. Et ensuite, ça a été une course un peu plus difficile pour Red Bull, dont c'était le 300e Grand Prix. Verstappen qui a tenté en vain de dépasser le peloton. Il a été aussi obligé de s'arrêter. Il s'est retrouvé même à un moment donné derrière Perez et nous a fait un beau spinorama qui ferait plaisir à Denis Savard. Et Alex Albon qui connaissait une bonne course, qui se retrouvait contre Hamilton et Vettel, soudainement a genre disparu, a fait un tête à queue. Ce qui est dommage, c'est parce que Red Bull était pressenti pour gagner cette course. Comment avez-vous trouvé la 300e course de l'équipe de Milton Keynes? Ça a été difficile, honnêtement. On s'attendait à une meilleure performance. Je pense que les essais libres ont toujours de ne pas se fier à ça, mais quand même, il y avait quand même quelque chose d'intéressant dans leur performance. On sentait que la voiture avait quand même de la facilité à bien faire sur ce circuit en Turquie. Une première présence depuis 9 ans, comme tu l'as dit en intro, donc on s'attendait à une belle course pour les 300e et finalement, ça va avoir été quand même assez catastrophique pour les raisons que tu as nommées. Albon qui a quand même bien fait là, pendant plusieurs et de nombreux tours. On se demandait même s'il ne présentait peut-être pas une option là, pour le podium à la toute fin. Finalement, il a dû s'arrêter et en plus, il y a eu cette tête à queue qui lui a coûté plusieurs positions et qui lui a peut-être même coûté son poste pour l'an prochain chez Red Bull parce que l'ouverture était toujours là. Je pense que la porte n'était pas complètement fermée chez Red Bull et de voir qu'Albon n'a peut-être pas réussi à mettre la clé dans la porte, peut-être que ça leur a refroidi un peu les ardeurs, mais puis Max non plus qui n'a pas eu une course très intéressante là, avec son départ qui a été raté, un tête à queue en raison de
peut-être de son non-maturité pour une fois, ça ressort peut-être. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, mais je trouve qu'il y a peut-être eu un manque de maturité du côté de Max Verstappen en raison de cette tentative de dépassement sur Perez. Il aurait vraiment dû être patient, mais malheureusement, il a vraiment été avec son instinct, comme Max le fait si bien. Alors, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Pas nécessairement, mais c'est certain que la patience aurait pu être intéressante pour lui. Mais non, je pense que c'est un grand prix à oublier malgré tout pour Red Bull parce que les attentes étaient quand même hautes. Anna Maria? Mais je pense que oui, parce que moi, j'étais pour la contre-performance de Jules et j'avais Max dans la liste jusqu'à que Red Bull y dévoile c'est quoi qui s'est passé avec Max. C'est pas juste qu'il y avait la contre-performance. C'est un mécanicien il a mal placé les flats pour l'entrée d'air. C'est qu'il fait perdre toute l'appui aérodynamique à la voiture. Mais que c'est ça, on l'a vu à Max se battre avec lui-même, avec la piste, avec tout le monde. Et c'est ça, parce que dans la première arrêt, j'avais pas vu passer ça, ok. oui, la première arrêt, on voit les mécaniciens qui mettent les mains, chacun, fait qu'il y a une qui a inversé à la place de tourner de bon côté, il a inversé, c'est que l'auto était en contra. La performance n'était pas bonne. Un peu pareil qu'est-ce qui s'est passé avec Stroll, mais Stroll c'est plus quelque chose qui s'est cassé, mais à la place de s'il était cassé, il était sorti de là, peut-être il aurait été bon, mais il était cassé, il était comme coincé, fait qu'il faisait la contre-performance de l'auto parce que l'appui aérodynamique il était pas là. Así que Red Bull, c'était dommage parce que ils sont tellement parfaits en tout ce qu'ils font. Et cette fois-ci, on voyait Max, c'était difficile, on disait, mais il est revenu avant, il essayait de toute façon, mais quand même, de toute façon, lui, il a réussi à rester à l'avant d'Albon. Mais c'est ça. Et la seule chose qu'on peut le blâmer, c'est que oui, Max, il a manqué le départ. Ça c'est tout à fait lui, parce que tout ce qui s'est passé, les problèmes techniques, et c'était après la première arrêt. Oui, et vraiment, ça a été vraiment effectivement, comme Anna Maria l'a dit, c'était vraiment un problème de calibrage avec l'aileron qui a causé tous les ennuis de Max Verstappen. Jean-Sébastien, toi, qu'as-tu pensé de la perfo des taureaux rouges? Je n'avais pas écrit sur Twitter. Moi, je pensais que Verstappen allait finir deuxième et que je pensais qu'il allait finir deuxième ou troisième, qu'on allait avoir une Racing Point deuxième. Je pensais qu'on allait voir genre Stroll et Verstappen troisième. Et finalement, c'est pas tout à fait ça qui est arrivé. Je vais être vache en disant que Albon a eu une bonne performance parce que Verstappen a eu une mauvaise. On compare toujours ses performances par rapport à son coéquipier. Albon a fini juste derrière lui à 2 secondes. Très bonne performance d'Albon. Cela étant dit, même si Albon avait fait un podium, même s'il avait gagné une course, je ne suis pas certain que Albon va rester chez Red Bull. Red Bull a une mentalité d'être assez têtu de nature, d'être assez assis sur leurs idées, d'être assez certain de ce qu'ils veulent faire. Et je pense que c'est pas mal acté. Albon ne reviendra pas avec Red Bull l'année prochaine. Ils vont trouver quelqu'un d'autre. Le problème, c'est qu'ils n'ont plus beaucoup de personnes dans la réserve. Je ne suis pas certain qu'ils veulent faire remonter Gasly. Je pense que Gasly, en même temps, aussi, est très heureux d'être très loin de Verstappen parce que Verstappen a tendance à détruire, je ne sais pas trop comment ses coéquipiers. J'ai bien envie de mettre ma petite pièce sur Perez qui s'en va là-bas, lui. Surtout qu'il emmène du good money venant du Mexique. Et quand on est une compagnie comme Red Bull, si on peut essayer d'économiser un petit peu d'argent venant des profits en vendant des canettes ou des vêtements, eh ben, ça sera toujours fait de gagner. Surtout que les poches mexicaines ont l'air d'être très, très profondes. Donc, c'est dommage. Albon pourra en gagner une. Si Grant en a gagné 2 des 3 dernières courses, peut-être. Mais quel que soit le résultat qu'Albon n'aurait pas, ça ne change rien. Il n'a aucune chance d'être sur la Red Bull l'année prochaine. Et pour le 300e Grand Prix, j'avais complètement oublié que c'est le 300e Grand Prix. C'est à la hauteur de l'équipe. C'est oubliable. Ah ouais.
C'est inoubliable, effectivement. Et c'est ça, moi, je pense que, à moins que Albon gagne les 2 dernières courses, encore là, c'est s'il y avait une surprise, surtout à Bahreïn number 2. Bahreïn numéro 2, ça va être le fun, ça. Oh, j'ai hâte de voir ça. Ça va être 87 tours de pure folie. Alors, c'est peut-être la chance d'Albon d'aller prouver à Christian Horner que... Non. Prends l'argent thaïlandais plutôt que l'argent mexicain. Alors, mais moi, je pense personnellement que la course d'Albon, comme vous l'avez dit, la première partie de la course d'Albon était excellente. Il tenait le coup, il a été très bon, mais ensuite, je pense qu'il est revenu malheureusement à ses vieilles habitudes. Alors, quand il a perdu le contrôle de sa voiture, c'était déjà acté que Red Bull avait carrément perdu la course. Alors, je trouve ça vraiment triste parce que c'était une chance pour lui de montrer à Horner, à Marco et à compagnie qu'il mérite vraiment de garder son siège. Mais je pense que, comme Jean-Sébastien, tu l'as dit, je pense que ça va être Pérez. Je pense même que malgré les beaux mots qu'ils disent à la presse, je pense qu'en coulisses, ils discutent sérieusement avec Checo. Alors, peu importe ce que Albon va faire, je pense qu'ils vont opter pour l'expérience. Et ça veut dire peut-être un peu moins de pression aussi à mettre sur un jeune pilote et à avoir quelqu'un qui va être capable d'aller chercher les résultats qu'il faut pour Red Bull, ce qui aurait pu être le cas en fin de semaine, ce qui a été manqué de la part pas seulement d'Albon, mais aussi de Verstappen et de son manque d'expérience sur ces genres de conditions, pas de la condition de pluie, mais plus de conditions de low grip, où il y a peu d'adhérence. Alors, là-dessus, je pense que il faudra attendre si par miracle il pleut au Bahreïn et à Abu Dhabi, ben là... Achète-toi un 6,49. C'est ça. Il faudrait s'acheter un 6,49 pour que ça arrive. Alors, désolé, mais est-ce qu'on peut juste ajouter une chose sur... parce qu'on est un peu sur le chute de Perez versus Albon. Perez est 4e au championnat. Oui. Le gars est même pas certain d'avoir un volant pour l'année prochaine. Il y a 2 choses là-dedans qu'il faut retenir. Un, ça joue dur quand même dans les négociations pour les volants. De 2, Plateau est salement fort. Oui. Oui. C'est vrai. Ça prouve surtout qu'il manque cruellement une ou 2 équipes. C'est parce qu'à un moment donné aussi, c'est toujours la question, est-ce que 20 pilotes assis, est-ce que 22 c'est suffisant pour avoir un vrai bon plateau? Actuellement, si on enlève peut-être Latifi, qui est peut-être la brebis galeuse du groupe, le groupe de 19 qui est là, c'est de loin le meilleur 19 qu'on a en Formule 1, sans doute dans l'histoire de la Formule 1. Là. Donc, c'est juste dire comment le plateau est super relevé. Si un gars comme Perez, qui est très bon championnat, n'arrive pas à trouver de volant, c'est terrible. C'est surtout terrible aussi pour Albon. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier, Albon a quoi, 23, 24 ans à peu près, donc il est encore sur une... 23, ouais. C'est ça, il est en bon apprentissage aussi. Mais ma question sur les plateaux, c'est que oui, il est très fort les plateaux, mais j'ai dit qu'en rapport à Albon, il va rester dehors, peut-être Pérez, mais on ramène des pilotes comme Alonso, qui était déjà retraité, on reste avec lui. C'est ça que je ne suis pas d'accord non plus. Je dis, on veut des gens, on veut qu'ils restent, mais on ne veut pas lâcher. Ouais, disons que le départ de Ricardo chez McLaren a disons, bombardé les plans. Chamboulé un peu. C'est ça. Je veux pas dire bombardé, chamboulé. Renault aussi, parce qu'il dit beaucoup, il parle beaucoup des champignons, de tout, mais il va chercher Alonso. Ouais, mais en même... Raikkonen qui reste. Ouais, ben c'est ça. Je pense que Raikkonen, c'est un volant Alfa Romeo / Sauber, tandis qu'Alonso, on en avait parlé quand la nouvelle est sortie. C'est parce que le programme Renault est encore... les jeunes pilotes de Renault ne sont pas encore prêts.
Ils sont encore jeunes. Guan Yu Zhou en Formule 2 est pas très constant. Puis malheureusement, c'est ce qu'on constate. Et Christian Lundgaard... Désolé, ça n'a rien à voir parce que Renault, il cherche toujours dehors. Il y avait Pérez, il y avait Ricciardo, il y avait Ocon, et de Mercedes. Avant, il y avait Grosjean, je pense que c'est le seul qui vient de là. Mais Magnussen... Palma aussi, je pourrais dire. Julian Palma aussi. Mais c'est ça, Palme il était ramassé juste parce que Maldonado y est sorti à cause de qu'il n'y avait pas l'argent. C'est ça, parce que sinon, il y avait resté. Et que c'est là que j'ai dit, ok, on blâme toujours Red Bull, mais c'est Red Bull qui amène les pilotes, la majorité des pilotes. Ouais, c'est vrai. Mhm. J'ai hâte de voir parce que ça va être quand même un plateau... C'est vrai que 2021 va être un plateau hyper relevé avec Haas aussi, avec deux jeunes pilotes. Et dans ce pilote, il y a Mick Schumacher qui appartient à Ferrari. Et c'est une belle transition pour parler de la Scuderia qui finalement on va pas se moquer d'eux parce qu'ils ont fait du bon travail en fait là en course avec... Vettel 3e et Leclerc 4e. Oui, la fin de course était, disons, triste à voir pour Leclerc qui avait la 2e place déjà presque scellée, en fait, avec un beau dépassement sur Perez. Mais malheureusement, il a fait une erreur. On en a parlé justement durant l'évaluation, en fait, comme quoi, bon, Binotto est pas là et tout, mais... Je remarque aussi que Ferrari s'améliore de course en course. Ça, il faut le dire, Ferrari, ça va de mieux en mieux. Charles Leclerc est vraiment constant. Encore une 4e place. Quoique ça aurait pu être une 2e, honnêtement. Et Vettel semble être au mieux. Je sais que la voiture, peut-être, elle n'est pas encore à point pour lui, même s'il reste déjà 3 courses cette saison. Mais sous la pluie, sous des conditions... difficile. Il a prouvé que l'expérience compte beaucoup. Et c'est la même chose avec Carlos Sainz. C'était quoi ça? C'était quoi ça? Marc-André, c'est toi ça? Qu'est-ce? C'est pas ici. D'où c'était toi ça? Non, c'était Qui pas ça? moi ça. C'était pas moi. Parfois, il y a des sons, je sais pas d'où ça vient, juste pour rien qui me fait. Oh mon Dieu. Bon retour, Abdou. Donc, c'est ça que je disais. Et en plus, Carlos Sainz, l'année prochaine, qui va aller chez Ferrari, finit 5e et qui a utilisé ses expériences de rallye. Donc, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, en fait, que Ferrari s'améliore de course en course. Jean-Sébastien? Oh, j'en ai rien. Oui, il s'améliore, mais est-ce que le Grand Prix de Turquie est vraiment représentatif des améliorations de Ferrari au cours des dernières courses? Est-ce que ce Grand Prix-là est une bulle par rapport à tout le reste? Je pense pas qu'on peut vraiment tirer l'enseignement super clair dans le cas de Ferrari, ni dans le cas des autres équipes. Les conditions étaient tellement atypiques. C'est le genre de conditions qu'on ne reverra pas en Formule 1 avant des années, voire peut-être jamais, enfin jamais, évidemment, qui avait prédit le coronavirus, personne, évidemment, là, donc ça donne une saison atypique. Mais c'est des conditions, évidemment, qui sont tellement atypiques. Une piste qui vient d'être resurfacée, encore bourrée d'huile, conditions de pluie, la piste sèche pas, il fait froid comme c'était inattendu à peu près pour la période. C'est des conditions vraiment atypiques. Vettel, avec une voiture qu'il trouve extrêmement capricieuse, peut-être que les conditions ont fait en sorte qu'il a trouvé quand même une descente, d'où sa 4e place. Non, j'ai beaucoup de mal à évaluer. Là, dans une semaine, ça va sans doute être le retour de la soupe à la grimace, non pas parce que Mathias Binotto sera de retour, mais parce que ça va juste revenir dans des conditions
typique, habituel. Il va faire super chaud du côté de Sakir. On va revoir les mêmes choses se produire. Un Leclerc assez bien placé autour de la 5e place. Un Vettel perdu à se battre avec son poteau Kimi Raikkonen autour de la 12e. Puis on va revenir puis on va se reposer les mêmes questions. Qu'est-ce qui se passe avec les Ferrari? C'est du hasard. C'est juste un coup de chance qui s'est passé en Turquie. Ouais. Anna-Maria, vas-y. Oui, je pense qu'il y a une petite amélioration, mais on doit l'évaluer en rapport à ce qu'il fait Leclerc depuis parce que c'est lui qui a été l'auto, il a été les nouvelles choses, il était mis à jour, parce que c'est lui qui donne un peu plus comme la réalité de Ferrari. Parce que c'est sûr, Turquie, c'est pas une référence, parce que Vettel il a fait son coup aussi, et c'est l'expérience qui a pris les dessous sur les pilotes. C'est qui est mieux sur la pluie. En plus, lui, Vettel, il a eu un très bon départ aussi. Ça a aidé beaucoup. Et on ne peut pas dire que l'équipe était super bien, parce que quand même si Binotto n'était pas là, ils ont manqué l'arrêt de Vettel. Ils l'ont mis comme à peu près 6 secondes. Et je dis, ben, c'est quoi ça? En plus, à part ça, de toute façon, Vettel il a réussi quand même à maintenir la cadence, même s'il s'est fait dépasser par Leclerc. Je dis, même si Binotto n'était pas là, ils ont quand même fait la même chose que d'habitude. Il manquait l'arrêt quand même. Et je dis, oui, l'équipe n'était pas parfaite, mais c'est juste que la performance de Vettel il était la meilleure qu'on a vue cette saison. Mm-hmm. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Marc-André? Moi, je trouve qu'il y a une petite amélioration. Évaluer cette amélioration-là avec ce Grand Prix de Turquie qui était complètement fou pour toutes les raisons que Jean-Sébastien a nommées. Mais je pense qu'on pourrait potentiellement le voir à Sakir prochainement, mais encore là, est-ce que c'est un coup de chance? Est-ce que c'est Ferrari, je sais pas, mais j'ai l'impression que cette voiture-là s'en va dans la bonne direction malgré tout. Je pense qu'on perd un peu la connexion avec André. Désolé, je pense qu'on te perd un peu. Ça aurait été une bonne raison de sortir l'audio de la semaine dernière où je me moque un peu de toi, mais malheureusement, j'ai même un problème technique. Est-ce que tu nous entends bien, Marc-André? Oui. Ouais, non, ça ne s'améliore pas plus, alors... Ouais, je pense que... là, je t'entends. J'ai quitté puis je vais revenir. Ok, donc je vais prendre le relais en fait avec Marc-André. C'est vrai que Ferrari a quand même il y a une certaine amélioration chez Ferrari. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, le Grand Prix de Turquie n'est pas représentatif pour toutes les raisons dont on a invoqué. Par contre, je pense que si Ferrari veut débuter 2021 du bon pied, il faut qu'il utilise l'expérience de Vettel. Alors, je crois qu'il faudrait vraiment que l'écurie se trouve sur un bon pied quand même. Leclerc fait très bien quand même. Alors, je suis très content de voir l'écurie réussir à faire du bon travail en fait. Et là, je pense que j'ai perdu Jean-Sébastien, Anna-Maria et Marc-André en même temps.
Et oui, alors... On a perdu. Et là c'est moi que vous m'aviez perdu. Je pense Oui, c'est toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Justement, ben, ce problème technique qu'on a eu va nous permettre de parler dans Lance Stroll parce que ça va faire un bon lien. Des problèmes, Ok. des problèmes, des problèmes. Je pense que je sais pas si c'est ma connexion qui fait ça, mais probablement. On va essayer Ting ou autre chose. Ouais. Puede ser. Ouais, je pense qu'on va... No, sí. On va essayer une autre méthode parce que là, je pense que la connexion est moyenne. Bon, on va parler de Stroll parce que ça n'a pas été... Ben, il a mené 32 tours. Il avait le Grand Prix sous sa poche, on dirait. Même si Ouais. Lewis Hamilton rattrapait les Racing Points jusqu'à ce que il perde ses 10 secondes d'avance. Et là, on l'entend dire « Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai du graining sur son premier train de pneus intermédiaire. » Quand il s'arrête au 36e tour, bon, aux alentours de 32, 33 ou 34, bon, whatever, il s'arrête pour une deuxième fois pour un nouveau train de pneus et il a du graining. Il sera rattrapé par tout le monde, par les Ferrari, par Alex Albon et ensuite par Lando Norris pour finir 9e. Quel dommage parce que il faisait super bien et probablement que ça allait être un top 3, top 4 assuré pour Stroll et de gros points quand même pour Racing Point dans la lutte au 3e rang. Alors, je l'ai écrit aussi. Ça, c'est une de mes déceptions crève-cœur sportives en 2020. Qu'avez-vous pensé de la performance de Lance Stroll, Anna Maria? No, y este camino déçu. Déçu parce que il y avait de la course et après qu'on se réveille à 5 heures du matin pour... Oui. c'est 5 quand heures même, du matin. c'est quand même pas facile à voir, mais ça a qu'il y avait quelque chose parce que on ne perd pas comme ça la performance ils changent, ils commencent à perdre des performances, ils le font rentrer, ils changent les pneus et après il y a même pas un tour avec la gomme, il n'y avait même pas un tour, il se plaignait déjà, fait que c'était comme instantané, qu'on ne savait pas, c'est sûr qu'après la course, on a les explications, on comprend très bien, mais quand même pendant la course, on va juste se battre pour essayer de ne pas perdre plus de position. Il était comme il a mené et après il restait 9e. C'est pas le résultat qui attendait. Puis que c'est quand même difficile. Difficile aussi, j'imagine, pour les pilotes, parce que si dans le moment, lui, il ne savait même pas qu'est-ce qui se passe, il y a ça, il y a ça. Et les problèmes, ils grandissent. Ça fait confiance aussi. Fait que j'espère qu'avec toutes les explications qu'a donné l'équipe, la prochaine course, il va être quand même confiant. Mais c'est sûr que c'est une grosse déception. Mais comme j'avais dit, je ne m'attendais même pas qu'il amène la course pendant assez longtemps, mais je ne m'attendais même pas non plus qu'il restait assez longtemps. Oui, c'est vrai. C'était mener 32 tours et même se retrouver parmi le top 3 des meneurs en 2020. C'est inattendu. Je pense que Stroll doit quand même être relativement content parce que c'est sa meilleure course depuis son podium à Monza. Jean-Sébastien, toi, qu'as-tu pensé de la performance de notre Montréalais?
quand on a su exactement c'est quoi les problèmes, tout s'explique. C'est juste dommage là-dessus. Par contre, finir 1 minute 12, ça c'est quand même la classe. Hein? C'est que quand la voiture a un problème, ça fait mal et vite. Bon, comme j'ai dit plus tôt dans le balado, comme j'avais écrit également sur Twitter, j'avais prévu la victoire de Lewis Hamilton assez tôt au Grand Prix parce que, justement, tranquillement, si la pluie avait persisté, pour moi, c'était facile. C'était une victoire de Stroll sous des conditions très atypiques en raison de son talent sous de telles conditions. Franchement, il y a quelque chose à rajouter. Hein? Il a manqué de chance, tout simplement. Il a dégringolé assez rapidement et vite. Et c'est comme ça, c'est la vie. Il se reprendra lors du prochain Grand Prix. M'étonnerait que les conditions reviennent de cette façon-là. Mais bon, il tourne, ça va bien. Il a acquis beaucoup d'expérience. Faut que je le rappelle aussi, Stroll a 22 ans. Ouais. Stroll a 22 ans, là. C'est le deuxième pilote le plus jeune du plateau, hein. Faut pas l'oublier Du aussi. plateau, parce que le premier, je me trompe pas, c'est Verstappen, hein, c'est ça? Non, c'est celui qui fêtait son 21e anniversaire, c'est Lando Norris. Ah ben oui, c'est vrai, c'est Lando Norris, donc évidemment. Donc oui, il a quand même 22 ans, donc on pense souvent il est à sa 3e, 4e saison en Formule 1, on se dit « Ah ouais, ça est rendu un vétéran ». C'est un bébé! Dans les années 80-90, il y a des gens qui commençaient à la Formule 1 à 25-26 ans, là. Donc, c'était des recrues, alors. Il y a beaucoup de maturité encore à acquérir, donc ça viendra au fil encore des prochaines années, mais Stroll a intérêt à débloquer, à essayer de passer à la prochaine vitesse, pour faire un mauvais jeu de mots ici, pour passer au stade supérieur. Il y en a clairement besoin, parce que sinon, à un moment donné, il va commencer on va juste considérer que c'est et plusieurs le font, que c'est un pilote, que c'est le fils à son papa qui a acheté l'équipe pour qu'il roule. Il y a un moment donné où il va falloir qu'il passe au niveau supérieur, sinon il va juste devenir une espèce de Jarno Trulli, puis on va dire c'est un bon pilote, mais sans plus. Ou un pilote beaucoup plus contemporain, un Nico Hülkenberg. Oh! Mais avec des podiums. Oui, mais... il a des podiums. Non, mais c'est que Stroll, dès qu'il est arrivé, on exige beaucoup de lui. Parce que regarde, Latifi est là, c'est son 9e année, personne ne parle de lui. Personne, même pas pour le critiquer, même s'il fait toutes les têtes à coups, ça coûte cher chez Williams à cause de lui, mais personne n'y parle de lui. Mais Stroll, c'est quelqu'un qui, même si lui est dans les podiums, on ne l'exige plus. Il faut que ça soit plus bon, il faut qu'il donne des performances, il faut qu'il fasse encore mieux. Évidemment, il y a son père. Toujours. Mais pourquoi on parle jamais de lui? Désolé, mais il n'y a pas une grande personnalité, Stroll. Non, vraiment pas. C'est une personnalité assez fade. C'est pas George Russell, c'est pas Lando Norris, c'est pas... Non, mais c'est tout, ouais. Stroll, il écoute Coldplay. Je veux dire. Hey, j'écoute Coldplay aussi. Mais regarde, ça dépend, parce que tout le monde, parce qu'on le voit comme les filles, ça peut pas tout le monde, mais quelqu'un qui a l'opportunité de le rencontrer, tout le monde qui a eu l'opportunité, il dit, mais non, je m'attendais vraiment pas que ce soit Stroll. Parce Pas que là par nulle part non plus, là, je veux dire, il y a un talent, là. ouais. Il y a un moment donné, tu arrives en Formule 1, là, oui, tu arrives avec de l'argent, là, évidemment, mais il y a du talent quand même, là. Ouais. Il y a un moment donné où il y a quand même un peu de talent, parce que sinon, ça donnera une Niassi ou... Comment il s'appelait le fameux pilote israélien en 2006 là, qui s'était payé une séance de CV sur Williams. Oh, Shanok Nissany. La deuxième voiture. C'est son fils maintenant qui s'est payé. Oui, c'est Nissany. Oui, parce que... C'est papa de Nissany, non? Oui, il y a eu Oui, c'est ça. Shanok Nissany. Ça, c'est de l'arnaque. Dire que Stroll n'a pas sa place en Formule 1, je m'excuse, ça c'est de l'arnaque parce qu'il a vraiment sa place en Formule 1. Ouais. N'eût été, nonobstant le nom de son père et de ce qu'il fait dans sa vie. C'est ça, je suis tout à fait d'accord. Puis je pense que... On appelle Ladou.
Ouais, un top costaud. Oui. Je pensais que c'est moi qui vous avez perdu et non, c'est l'inverse. Ou à moins que mon propos est complètement resté de glace. Una capture, lui, il avait les yeux bleus. C'est qu'il lance des lasers. Non, c'est ça, c'est Il est resté coincé avec les yeux bleus. parce que je pars parce qu'on fait une conversation Skype vidéo, puis moi j'ai mes lunettes anti-lumière bleue, alors ce qui explique pourquoi il voit le reflet bleu plutôt que mes yeux. Donc non, c'est ça, moi je pense que Stroll moi je l'ai dit, il mérite sa place. Bon, on reviendra pas en arrière et dire que oui, il aurait dû aller en Formule 2, ce qui est vrai, mais il ne faut pas oublier qu'il faut... Si grave que ça. Ouais, ce qui n'est pas si grave pour ça, parce qu'il y en a qui ne sont pas passés par la Formule 2. Certes, c'est un passage recommandé, mais c'est pas un passage obligatoire. Et en plus de cela... Non, oui, mais à l'époque... C'est ça. Ouais, mais oui, puis non, parce que si réussit à avoir tous les points pour aller en Formule 1, c'est pas grave. De toute façon, l'expérience en Formule 1, il faut l'acquérir dans son Formule 1. Parce que regarde, Latifi, combien d'années il a resté en Formule 2? 4 ans. À peu près 3 à 4 sessions de Formule 2 et ça n'a pas donné grand-chose. Mais il a fait quelques essais aussi, Latifi. On l'a vu quelques fois au Canada. Ouais, c'est ça. Je veux dire, Latifi, oui, d'accord. Latifi, c'est Latifi. Mais aussi, le truc, c'est que tu peux pas... C'est papa qui paye, hein? Ah oui, c'est papa qui paye, mais papa ne paye pas les points de super licence aussi. Ça se mérite. Il ne paye pas les qualifications non plus. Et aussi... Boum, merci Marc-André. On va laisser ça sur la glace. C'est ça. Juste dire que c'est un fan des Giants, alors bon. Non, c'est juste parce que tout le monde va les ropas qu'il y a de l'argent, mais personne qui arrive là sans argent, mais ça soit de son père ou ça soit de quelqu'un de gros sponsors comme Pérez, il faut que quelqu'un souffre. C'est ça. C'est pas juste la licence, il faut plus. Et avant qu'on passe au prochain sujet, je tiens à dire... Gelé encore. Oh! Ouais, j'ai l'air gelé. Pas facile ce soir. Ah, quel retour. Quel retour compliqué. Je vais laisser ça sur la table avant de... avant de passer au prochain sujet, Anna Maria qui fait une capture d'écran, on mettra ça sur les internets. Il y en a qui disent que Stroll est le pire pilote qu'ils ont jamais vu. Est-ce qu'ils ont déjà vu Ricardo Rosset à Monaco 98? Est-ce qu'ils ont déjà vu Yuji Ide en 2006 à Saint-Marin? Je laisse ça sur la table. Allez voir ça sur YouTube. Qu'est-ce que tu m'as dit? On n'a pas compris. Oui, t'as agité de notre côté, il va falloir que tu la refasses à deux. OK. Donc, comme je disais, pour ceux qui disent que Lance Stroll est un des pires pilotes qu'ils ont jamais vu, est-ce que vous avez déjà vu Ricardo Rosset à Monaco 98? Est-ce que vous avez déjà vu... Oui, non, ça fait mal, ça. Non, mais sur la Lola, je veux dire, cette saison 98, quand les deux Lola ont fait la pré-qualification et aucune des deux a fait la 107%, il leur fallait genre 115 ou 116%. Non, ça, c'est une catastrophe, ça. Non, là, j'ai mal. Là. Bon, tu vas avoir encore plus mal. Yuji Ide, 2006, Saint-Marin. Parlez-en. C'est la chose. Mais... Tu sais, Hamilton, dans les pilotes, lui est à un autre niveau. Mais Ide aussi. Mais au contraire. Non, mais dans ce cas-là, d'où allons jusqu'au bout de l'exercice. Mon oncle Jacques au Grand Prix de Montréal. Ah oui! Ouais. En pré-qualif. Ouais, il a été super bon en kart, mais en Formule 1, c'est autre chose. C'est ça. Ouais, lui, il est expert sur le motoneige.
c'est une Formule 1, c'est autre chose. C'est ça. Ouais. Je veux dire, Magnussen, il était un bon talent en junior, mais en Formule 1, Tout flamme. c'est ça. Non, mais les pères de Verstappen, il n'était pas trop. Ouais, ben Verstappen sur ses jours, il était correct. C'est sûr que comme Bottas avec Hamilton, comme Bottas avec Hamilton, ben il a eu le malheur d'avoir Michael Schumacher comme coéquipier. Alors, Mais oui, Pas mais facile dans ce temps-là. Non, c'est pas facile dans ce temps-là, en effet. c'est pas facile. Non, ok, je chanterai pas, promis. Non. on lâche Grosjean, s'il te plaît. Ouais, ok, on va lâcher la voix ou Star Academy ou whatever. On va parler, ben justement, en parlant de chanteurs, on va parler de Lewis Hamilton. Pourquoi j'ai dit ça? Oui, Lewis Hamilton. Je sais pas, lui est très bon, Il y a 7 championnats, mais je voudrais pas le voir danser, c'est sûr. Ben, il a fait un bon duo avec Christina Aguilera. Je me souviens plus de ses ex-NDA, son surnom, alors. Il a été très bon. Il a été très bon. Ouais. Mais je trouve qu'il est meilleur comme pilote de Formule 1. C'est ça. Probablement. Ben écoute, parlez-en avec... Regarde, Jack aussi, il a chanté, hein, Jack, il y a des bonnes chansons, mais... J'ai son pas. album dans ma chambre, justement. Non, je vous jure, j'ai vraiment l'album de Jacques Villeneuve. Ok. Revenons à parce que je te connais pas. Revenons- Je ne te connais pas. Ok, je pense qu'on s'est égaré un peu. ça, c'est pas bon. On commence à parler de Jack qui chante, ça va pas mal finir. Je vais expliquer ton prochain sujet, là. Ok, bon, Oui, parce que- revenons à C'est Lewis pas Hamilton, important, le hein. pilote. Revenons à Lewis Hamilton, le pilote. Partie 6e, Lewis Hamilton connaît un bon départ, relativement un bon départ, profite des têtes à queue de Ocon et de Bottas pour se retrouver 4e, commet une petite erreur qui permet à Vettel de passer devant, commet une autre petite erreur qui permet à Albon de le passer et ainsi d'aller dépasser Vettel, mais au final, quand la piste s'est asséchée, il a réussi à maîtriser ses pneus intermédiaires jusqu'à temps qu'ils deviennent des slicks. Stroll s'arrête, Perez est en difficulté lui aussi, et Hamilton va dépasser Checo. Et au final, get in there Lewis, t'es un septuple champion du monde, tu rejoins Michael Schumacher, et Hamilton devient émotif. Quelle conduite de Lewis Hamilton. Oui. Jean-Sébastien, Anna-Maria, vous avez dit sur Twitter et dans nos conversations sur Facebook que, bon, c'est pas une surprise, Hamilton va réussir à gagner. Vous avez eu raison, alors j'aimerais vous entendre là-dessus encore une fois. Il y a une petite chose, oui, j'ai dit qu'il va gagner parce que ça arrive. Ça passe n'importe quoi dans la course et quand même il se retrouve en avant. J'ai dit aussi tantôt qu'il était ma performance de jour parce qu'il a quand même réussi à gagner la course, il a quand même réussi à mettre tout la Bottas, c'est pas rien. Mais la chose que j'ai dit, oui, c'est une chose que je peux le blâmer, c'est de trouver qui a juste dépassé à Pérez parce qu'il n'est pas capable de dépasser Sébastien Vettel quand il était là. Il s'est fait dépasser pour Albon, un petit erreur, c'est des petites choses, mais comme tu l'as dit, dès que la piste s'est asséchée, il y avait personne
qui était capable de réussir, qu'est-ce qu'il a réussi. Parce que lui a mis comme dans les intermédiaires 48 tours. Oui. On pensait qu'il va s'arrêter et a fini, on était comme surpris. Qu'est-ce qu'il fait? 48 tours. Et pendant la course, il a mis presque 5 ans à la Pirelli intermédiaire. C'est pas n'importe quoi. Et en plus, il n'était pas prêt d'éclater non plus. Non, c'est ça. Il était arrivé, il était slim, mais lui, il disait lui-même, mais plus qu'il était lisse, plus qu'il se sentait confortable, plus qu'il était performante, la voiture. Ça, c'est quelque chose. Ça va dans la conduite, ça va dans les secs. On sait que quand il est trop mouillé, lui, il empezó, o l'auto, il empezó, parce que Bottas aussi, je me rappelle, l'Allemagne, Bottas, il était pas bon, il se faisait sortir de piste, il s'écrasait. Hamilton aussi faisait la même chose. Je ne sais pas si c'est un peu des deux, les pilotes, ils sont pas confortables, mais la voiture aussi, ils sont faits pour ça. Ouais. Jean-Sébastien, j'aimerais t'entendre là-dessus. Toi aussi qui avais vraiment vu juste. Je pensais qu'Hamilton allait coller 40 secondes sur la première Racing Point, honnêtement. Il a juste collé 30 à la première Racing Point qui est Perez. Donc, la performance d'Hamilton, je la trouve correcte, mais sans plus. Je trouve pas que c'est une excellente conduite d'Hamilton. La preuve, comme tu l'as dit, Abdou, il a quand même fait 2-3 petits tours ici et là pendant le Grand Prix. Donc, ce qui prouve que la piste était vraiment, vraiment difficile à piloter si on considère qu'Hamilton est le meilleur sous la pluie. Cela étant dit, ouais, il colle 30 secondes sur Perez. Je m'attendais sérieusement à beaucoup plus. Ce qui veut dire que c'était pas facile pour Hamilton. On parle des pneus. On l'a vu à l'arrivée quand il était au parc fermé. Je m'attendais à des pneus beaucoup plus usés de la part de Hamilton. Les pneus étaient quand même encore relativement beaux vu le nombre de tours qu'il avait fait sur ce train de pneus-là. Donc, je pense qu'il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain dans le cas de Pirelli. C'est des pneus pluie. Ça n'agit pas de la même façon que sur des pneus secs. Les pneus pluie de Pirelli ont l'air d'être un peu meilleurs que les pneus... On a beau toujours critiquer les fameux pneus Pirelli comme étant assez mauvais sur temps sec. Je suis d'accord avec ça. Je trouve que c'est une compagnie. Je ne sais pas où est-ce qu'ils s'en vont avec leurs pneus. C'est assez désolant. Mais sur les pneus pluie, je les trouve quand même pas si mal. Je trouve qu'ils durent assez bien. Ils ont l'air d'offrir une bonne performance. Bonne performance dans la mesure où ils rendent la conduite assez difficile pour les pilotes. C'est toujours comme ça qu'il faut le voir, je pense. Dans le cas où il y a juste un seul manufacturier de pneus, il faut rendre la chose la plus... Il faut que ça soit assez compliqué pour les pilotes. Il faut qu'ils n'arrivent pas à comprendre exactement comment le pneu va agir. C'est ça, pour moi, un bon pneu de Formule 1. Donc, ici, l'intermédiaire et le pneu pluie ont justement répondu à ce critère-là. Donc, à partir de là, voir le pneu comme il était d'Hamilton à la fin, relativement en bonne condition, je trouve, même s'il était quand même assez plat à certains endroits, mais on voyait quand même assez très bien les rainures encore. Donc, oui, bonne performance d'Hamilton. C'est pas sa meilleure course. C'est pas sa meilleure course, certainement sous la pluie. C'est pas sa meilleure course sous le sec. C'est une bonne performance d'Hamilton. Pour moi, c'était attendu qu'il remporte la course à un moment donné. Du moment qu'il allait arrêter de pleuvoir, on a juste à voir la voiture survoler le circuit, chose qui était faite, mais je m'attendais à bien plus. Marc-André? Parce que je m'attendais à ce que la piste allait davantage sécher, en fait. Ouais, c'est vrai. Je pense que on s'attendait même à ce qu'il y ait des pneus slick, ce qui n'est pas arrivé au final. Puis, Marc-André, tu pourras me niaiser là-dessus. J'avais tweeté comme quoi, on va s'attendre à des slicks. C'est un tweet qui a très mal vieilli, n'est-ce pas, Marc-André? Ça a un peu mal vieilli quand même, Abdou. J'ai pas manqué l'occasion de te le remettre dans la face après le Grand Prix. Mais tu sais, je pense qu'Hamilton, comme Jean-Sébastien l'a dit, a connu vraiment une belle performance quand même. Mais ce que j'apporterais aussi comme point, c'est que la voiture Mercedes n'est pas très bonne au moment où elle ne se retrouve pas en première position ou en deuxième position. Donc, de voir Hamilton réussir à faire une remontée comme celle-là avec une voiture qui, visiblement, quand elle n'est
pas dans les deux premiers, ne fonctionne pas très bien. Ou du moins, la performance n'est pas supérieure à ce qu'on peut s'attendre. Et Bottas a quand même bien vu le résultat là, avec une course très, très difficile pour lui. Quand il se retrouve en fin de peloton, la Mercedes n'est incontrôlable ou pratiquement. Donc, je pense qu'Hamilton a bien géré tout ça, de s'amener tranquillement vers vers le début du peloton pour réussir à enlever le plus de conséquences possibles à cette performance de la Mercedes lorsqu'elle ne se retrouve pas en premier. Mais oui, effectivement, je pense que les pneus étaient... je pense qu'on pouvait s'attendre à ce que les pneus soient encore en moins bon état. Donc, ça a été bien fait du côté d'Hamilton de conserver les pneus suffisamment pour obtenir une performance de la voiture la plus exacte, malgré les conditions de piste qui étaient assez lamentables là, dès le début de la course avec la pluie, qui s'est transformée en un milieu entre la pluie et le sec, ce qui est jamais vraiment facile pour les pilotes en raison de la difficulté que tout ça apporte, mais bien joué du côté Hamilton. A terminé la course de façon très émotive, là, en pleurant, en versant des larmes du moins lorsqu'à son arrivée. Donc ça, je pense que c'était le fun de voir Hamilton réagir de cette manière pour son 7e championnat. Oui, c'était vraiment très émotif. J'ai même eu des émotions quand j'ai vu ça. Je voulais plus quelque chose comme plus. Ouais, un peu plus joyeux. Mais je pense que je pense qu'il était débordé. Il n'a pas chanté. Non, il n'a pas chanté, puis Dieu merci, non. Dieu merci. Non. Oui. Ah ouais, non, je pense qu'il a été très bon. Puis en plus, je pense qu'il avait même dit justement qu'il ne voulait pas répéter son erreur de Chine 2017 où il s'est enlisé dans le bac à gravier en allant dans les puits. Tellement les pneus étaient carrément usés. Alors, si jamais il voulait faire un autre arrêt au puits, il voulait juste rester un peu plus longtemps, en fait. Alors, mais c'est ça. Hamilton, il voulait pas répéter la même erreur qu'il a fait en Chine 2007 où il s'est enlisé. Puis c'est vrai que, puis on l'a vu aussi avec George Russell qui a tapé le mur à l'entrée des puits juste avant le début de la course. Donc, une simple erreur, puis tous ses efforts ont été ruinés. Alors, c'était vraiment bien jugé de la part de Lewis Hamilton, qui devient maintenant un septuple champion du monde, donc à égalité avec Michael Schumacher. Et rapidement, est-ce que vous pensez que ça va être le titre numéro 8 en 2021? Ça sent bien. En raison de la COVID et de la saison qui va probablement être assez, encore une fois, peu de changements sur la qualité de la voiture. Donc, j'imagine que oui. Ouais. Jean-Sébastien? Donc, Bottas, ça nous annonce sa retraite. Je vois mal qui va pouvoir l'empêcher de gagner un 8e championnat. Ouais. Je pense que ça vient vers ça. À moins qu'Honda réussisse... Aucune chance. Aucune chance. Non. Non, effectivement, ça n'arrivera pas. Malheureusement, je ne pense pas que c'est avec ce meilleur argument-là qu'on est en train de donner que Hamilton est quasiment assuré de gagner son 8e championnat qu'on va attirer des spectateurs pour regarder la Formule 1. Hein. Ouais. La répétition, je ne suis pas certain que c'est toujours le meilleur argument de vente pour la Formule 1. Ouais, ça c'est vrai. Je pense que... Malheureusement. Tant et aussi longtemps que les Mercedes seront des bêtes bien huilées, je pense que malheureusement on va non seulement stagner au niveau de l'audimat, mais aussi on risque d'en perdre aussi parce que les gens vont se désintéresser en fait assez vite à la Formule 1 parce que c'est toujours les mêmes qui gagnent. Alors, Au moins l'année prochaine, il va y avoir un Aston Martin qui va mener la course. Oui, oui. On parle pas de la Racing Point, on parle de la voiture de sécurité. Exactement, pour la moitié de la saison. Alors, ça reste à confirmer. Alors, peut-être un titre numéro 8 pour Lewis Hamilton devant une Aston Martin. Bon,
Est-ce que vous êtes prêt à être frustré? Parce qu'on va parler d'un incident qui aurait dû être évité. C'est lors de la séance de qualification entre la Q1 et la Q2, en fait, au tout début même de la Q2. Nicolas Latifi sort de piste au virage 8, si je ne me trompe pas. Ce qui met fin presque à la séance. Et entre-temps, la Q2 commence alors qu'il y a une grue qui remorque la Williams du Torontois. Et ce qui entraîne en fait des drapeaux jaunes. Il y a des pilotes, je pense Lando Norris qui a été pénalisé à cause de cela. Et évidemment, ça a créé un tollé sur les réseaux sociaux, mais non seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi à travers les pilotes. Et Sébastien Vettel qui n'a pas caché de dire que c'est tolérance zéro pour ce genre d'erreur. Et Michael Massey, le directeur de course de la FIA pour la Formule 1, a dit qu'ils vont revoir la procédure. Mais après ce qui s'est passé à Imola, là, je sais pas. C'est complètement... C'est difficile de voir qu'après un incident comme en 2014 avec Jules Bianchi, la Formule 1 recommence avec de telles erreurs. Et l'explication de Michael Massey a aucun sens. Il dit qu'ils ont libéré les voitures de la ligne des stands parce que la grue s'en allait et était en chemin vers la route d'évacuation sans vraiment avoir d'informations où elle était rendue. Et ça, c'est vraiment c'est inacceptable parce que la cause, et c'est pas jamais vraiment été prouvé, mais la cause du décès de Jules Bianchi est la présence de cette grue avec des conditions qui étaient presque semblables. Bon, c'était beaucoup pire au Japon, là. Il pleuvait et c'était des conditions vraiment dégueulasses, mais vraiment, j'ai été très déçu et très choqué par l'attitude de la Formule 1 suite aussi à cet incident parce que on dirait qu'il niait que la grue avait une raison d'être et qu'elle allait partir alors que les voitures sont revenues en piste et on aurait pu avoir la même incident qu'en 2014. On n'a par chance pas eu la même situation, mais Sébastien avait raison en disant que c'est tolérance zéro. Je pense pas que si on revoit une telle incidence, j'espère qu'il va avoir des conséquences pour la Formule 1 parce qu'en ce moment, c'est très dommage de voir que le sport commence à être de plus en plus sécurisant pour les pilotes et de voir que c'est moins acceptable. Puis j'ai passé un très mauvais samedi là, en pensant à Jules après cet incident. Ouais. Toi, Jean-Sébastien, quand tu as vu ça et l'explication de Michael Massey, comment tu as réagi à cela? C'est inacceptable. Ouais. C'est juste inacceptable, je suis d'accord. Je veux dire... C'est tout simplement inacceptable. Ouais. Je pense que, honnêtement, là, après ce qui s'est passé à Imola, où t'as quelques voitures qui tentent de se dédoubler pour revenir dans la file alors qu'il y avait des commissaires qui nettoyaient les débris de la voiture de George Russell. On a vu, je ne sais pas si vous avez vu les images de Lance Stroll qui roule à toute vitesse et sans savoir qu'il y avait encore des commissaires sur la piste. C'était épeurant. Puis, je suis désolé s'il y en a qui ont déjà vu cela, mais quand Tom Price, malheureusement, a happé mortellement un commissaire, ouais, c'était horrible. Malheureusement, le commissaire est décédé sur le coup, tout comme Tom Price aussi. Mais ça aurait pu être ce même genre d'incident qui pouvait arriver à Imola. Donc, c'est deux incidents consécutifs. C'est pas dans les standards. Qui vient ternir un peu la réputation de la Formule 1 en ce moment. C'est ça. Oui, Anna Maria voulait dire quelque chose. À chaque course, il y a quelque chose. Et à chaque fois que c'est l'erreur de la FIA, on dit on va revoir ça et s'arrête là. À chaque course qu'on blâme la FIA, il dit oh, on va revoir ça. Et donc, quelques explications brouillon. Et après,
on sait rien, il n'y a rien qui se passe. Et je ne comprends pas qu'est-ce qu'il faisait un brouhaha. Mais en plus, Latifi, il avait arrêté. Il y avait un trou pour sortir la voiture. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait la brouhaha là-dedans. Je dis, c'est aussi difficile pour son auto, je ne sais pas. Parce que c'est à chaque fois, ils ont fait anterior, il y avait des marchés, y laisser la voiture esta fois-ci, c'est la même chose. Et l'explication, après la prochaine course, on ne sait rien, ils vont rien dire. On va oublier, faire oublier et après. Non, je suis d'accord avec toi, Anna Maria. Je pense que la FIA doit être beaucoup plus stricte, là. C'est pas parce que tu veux favoriser le spectacle ou bien même l'excuse. Je sais pas s'ils allaient sortir cette excuse de la luminosité parce que les qualifs ont commencé à 15h heure locale et le coucher du soleil à Istanbul était aux alentours de 17h45 avec l'interruption avec 2 interruptions de la séance à cause de n'importe quelle raison. Pour moi de dire on commence à manquer de lumière. Je veux dire le temps que que la grue se déplace et le temps que tu dises OK, c'est vert partout, il y avait encore un peu de temps. Donc pour moi, je pense que la FIA l'a vraiment échappé et je suis d'accord avec Vettel, c'est tolérance zéro, point final. Il n'y a pas de débat entre la FIA et les pilotes pour dire on a des explications. Non. T'aurais pas dû faire ça tout court parce que tu joues avec la sécurité des pilotes. T'as Charles Leclerc qui a probablement regardé son ami et mentor malheureusement mourir dans cet accident. Alors, c'est des trucs qu'il faut éviter à tout prix. La FIA a 2 rôles. 1, assurer le règlement sportif et technique, chose qu'elle réussit très bien. 2, assurer la sécurité. C'est ces 2 seules choses qu'elle a à faire. La deuxième, elle a encore échoué. Et la deuxième, sur le deuxième point, elle a un super avantage sur lequel elle peut s'assurer pour respecter les règlements, c'est de s'assurer que son partenaire économique, qui se trouve avec Formula One Management, de pouvoir s'assurer d'emprunter leur caméra pour s'assurer, est-ce qu'il y a encore un véhicule sur la piste? Oui, on attend, sinon on continue. Et l'autre problème après, elle a juste à régler avec les exploitants des circuits locaux et avec les promoteurs des Grands Prix et avec Formula One Management de reculer l'heure de qualification. Oui. On avait juste à commencer beaucoup plus tôt. C'est ça. Au lieu d'avoir une période d'à peu près 2h30, parce qu'on s'entend qu'à partir d'une certaine heure, il commence à faire trop noir quand même. Donc, on se donne une période de 2 heures. On aurait juste dû faire la qualification à 5h du matin, heure de l'Est sur la côte est américaine. Comme ça, on va avoir 4 heures pour faire toute la qualification. Et on aurait eu quoi? Une belle qualification entièrement sous la pluie. Et là, ça aurait été un beau bordel. C'est vrai. Dans le sens positif des choses, hein? Ah oui. On aurait eu une grille encore plus éclatée. Oui. Il y a aussi le fait qu'on avait seulement 2 heures pour faire la qualification, puis qu'il explique en plus à la raison de prendre son temps pour ramener la grue à bon port avant de relancer les voitures, et la patience dans ce cas-là aurait dû être de mise pour la FIA, et c'est complètement inacceptable d'avoir fait tout cela. Et moi, j'ai une pensée pour la famille de Bianchi parce qu'ils se sont tellement battus pour prouver que la FIA avait mal fait son travail lors de l'accident de Jules Bianchi, et de voir qu'un tel incident recommence en 2020, c'est assez dommage. Oui, je suis totalement d'accord. En plus, il y a un manque de je sais pas, de communication de la FIA, de travail. Ils ont toutes les caméras pour s'assurer que tout va bien. Ils ne le font pas. En plus, que tu arrives le premier jour d'essai à Turquie, et la FIA n'avait pas communiqué, et je ne sais pas, avec Pirelli, que le circuit était asphalté. Personne ne savait. Asphalté, c'est une surprise. Tout le monde était comme la catastrophe de esa asphalte. C'est tout nouveau, il n'y a pas de grippe, il n'y a rien. Et c'est ça, Pirelli dit, on ne savait pas. Et comment
la FIA, il fait l'inspection à chaque Grand Prix. Ici au Canada, il vient avant le Grand Prix, ils font à pied, ils font l'inspection des circuits. Comment tu vas pas savoir que l'asphalte qui est asphalté est tout nouveau? Ça, c'est aussi quelque chose qu'ils ont manqué parce que même les équipes, si tu préviens les équipes, ils vont arriver préparés, ils vont faire, je sais pas. Mais que tu arrives et tu rencontres, c'est une affaire tout nouveau, on ne savait pas c'est quoi ça. La fille n'avait pas informé à personne. Mais ils ont blâmé quand même Stroll parce qu'il n'avait pas informé qu'il y avait le Covid, même s'il n'y avait pas besoin d'informer parce qu'il n'y avait pas de course. Ouais, ça c'était plus la faute de Racing Point. Mais oui, mais la fille se concentre sur les choses qu'il devrait pas à la place de travailler sur la sécurité, comme dit Jean-Sébastien. C'est juste la sécurité dans les circuits, c'est tout. C'est ça. Je pense que et on l'espère en fait que leur bourde monumentale, et je le dis au pluriel, vont leur permettre de s'améliorer et d'éviter ces genres de trucs, et qu'on arrive encore à leur dire ben là, vous l'avez encore échappé, et je ne souhaite aucunement ça, parce que sinon ça ne sera vraiment, vraiment pas drôle. Et comme Jean-Sébastien l'a dit, la FIA a deux points. S'occuper du règlement sportif et du règlement technique sécuritaire. S'ils ne sont pas capables de respecter ce mandat, ça fait honte. C'est la honte. C'est la honte. Et combien de temps on va attendre encore avant que ce critère de sécurité soit respecté? Moi, j'ai hâte de pouvoir vanter leur exploit au niveau de ce critère de sécurité. Et en ce moment, ils ne me montrent rien pour que je leur lance des fleurs. Puis même, ils continuent à avoir de petits incidents comme ça. C'est l'accumulation de petites choses qui fait en sorte que ça englobe tout ça, puis ça met la FIA dans la merde, on va le dire. Vraiment, c'est dommage, parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire avec cette organisation-là. Il y a des gens probablement qui devraient perdre leur emploi en raison de petits incidents comme ça, qui font en sorte que ça nuit autant à la réputation de la Formule 1 que la course automobile en tant que telle. C'est vrai. C'est Massy qui doit perdre son emploi, parce que les marshals, ils sont des volontaires, hein. Ils sont pas payés, c'est vrai. C'est pas des payés, c'est ça, ils sont là pour ça. Mais on ne va même pas parler de Vietnam et de l'approbation des grands prix qu'il faut. Ouais, c'est vrai, le Vietnam. Parce que quand même, Vietnam, leurs choix sont assez bizarres, disons. Oui. Ouais. Controversé. Assez controversé. Oui. Controversé, et c'est un gros salon. Excellent. La fille, yo sé no comí. Ouais. On s'en va tout silencieusement à Arabie Saoudite. C'était... Ouais, ça c'est Arabie Saoudite, Vietnam. Ça va être un autre débat en fait, parce que ça va continuer à parler. Je ne vais pas manquer ça aujourd'hui à tout. Ah oui, l'Arabie Saoudite. Ouais, c'est vrai que j'en ai pas. Oui, ben justement, en parlant de la W Series, parce que ça c'est une très bonne nouvelle. On va en parler un peu rapidement. Avant le Grand Prix de Turquie, la Formule 1 a annoncé que la W Series, le championnat 100% féminin, va être sur 8 courses au calendrier en tant que course de soutien en 2021. En fait, elle devait être au calendrier original de cette année pour les Grands Prix des États-Unis et du Mexique. C'est un championnat qui a commencé l'année dernière comme série de soutien à la DTM. C'est la Britannique Jamie Chadwick qui est la championne de la saison inaugurale. Alors,
Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est un championnat, évidemment, avec 20 femmes qui se battent pour le titre et pour 500 millions de dollars US. Et en plus d'avoir des points de la super licence à partir de l'année 500 000. prochaine. 500 000, excusez, j'ai dit 500 dollars. C'est 500 000. C'est 500 000. Ça, c'était gros lapsus de ma part. Puis en plus, On te pardonne à douche. Et en plus, je l'ai inscrit dans le texte que je suis en train de rédiger sur bulletinf1.com, justement pour expliquer le concept de la W Series. Mais juste rapidement, est-ce que vous pensez que c'est une bonne nouvelle pour cette série, pour promouvoir le sport au féminin dans la course automobile? C'est un pas vers l'avant, certainement. C'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose qu'on attendait. En territoire nord-américain, on attend toujours que le hockey féminin prenne une meilleure place. J'ai l'impression en course automobile, c'est un pas qui est... C'est une autre marche qui est importante pour le sport automobile féminin. Puis ça amène aussi de l'intérêt à probablement quelques personnes qui n'auraient jamais écouté ça. Alors qu'il y a des gens qui vont se présenter lorsque ce sera possible aux différentes courses qui seront disponibles pour assister à ces courses. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont découvrir aussi la W Series, qui est une série que j'aime bien regarder à l'occasion. Je ne regarde pas toute la saison, je vais l'avouer, mais quelques courses par année, c'est toujours plaisant. Alors, j'ai l'impression que c'est un bon pas, puis on peut améliorer la situation aussi. Je pense pas que la situation va dégénérer, mais j'ai l'impression que c'est un très, très bon pas. Oui. Rapidement, Anna-Maria, qu'est-ce que tu penses de la W Series comme série de soutien à la Formule 1 pour 8 courses en 2021? Oui, je pense que c'est très bon. C'est très bon pas juste pour la série, pour le sport en général, parce que se battent tellement depuis longtemps pour avoir des filles qui pratiquent le sport. C'est juste ça, des filles qui pratiquent le sport, que ça, il va créer au moins l'intérêt. Oui, le monde va critiquer, mais oui, ils sont pas bons, c'est pas bien, ils n'ont pas choisi la bonne fille. Mais c'est pas grave, tant que ça reste et ça va arriver le moment qu'il y a plus de filles qui pratiquent le sport, plus de filles qui vont arriver, et il faut clarifier que c'était pas une catégorie à part. Oui, c'est des femmes, mais c'est juste comme un F3. Et ils ne sont pas écartés, pourtant, de participer dans d'autres catégories, dans les F2, dans notre F3 aussi, ils se forment pour la Formule 1. Fait que pour moi, c'est une bonne fenêtre pour montrer la capacité. Et parce qu'avant, on n'avait pas ça, on ne voyait pas des filles, juste pour faire des photos, mais pas pour courir. Fait que ça va créer l'intérêt pour les enfants, parce que des fois c'est juste les garçons qui sont intéressés à l'auto, mais pas juste parce que les garçons sont intéressés, parce que c'est ça qu'on dit, les autos sont pour les garçons. Mais maintenant, ça va créer l'intérêt, ça va créer la popularité, même si les bons critiquent, il n'est pas bon la série, c'est pas grave, mais les trois aussi ils sont favorables, tous ceux qui sont là sont bons à apprendre, à continuer. Fait que je trouve que c'est une très bonne idée et j'espère que ça va aller loin. Au moins, ça va créer. Oui, j'ai hâte aussi de voir cela. Jean-Sébastien, toi, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle? Sport professionnel, par définition, on pense toujours que c'est des hommes, et quand on parle du sport féminin, on dit le sport féminin. Ouais. Le sport professionnel manque cruellement de diversité, que ce soit le sexe, que ce soit l'origine ethnique, la couleur de peau. La Formule 1 est un des pires cas qui existent en tout point, que ce soit sur la grille ou à l'extérieur de la grille dans les puits. On a un pilote noir, on a deux
c'était la folie furieuse. Parce qu'avant, il y en avait à peu près eu 2 dans toute l'histoire de la Formule 1, je pense. Et encore. Donc, à partir de là, c'est un plus, évidemment, mais le danger, c'est que les week-ends où il y aura des W Series et de la Formule 3, on va nécessairement comparer les 2 voitures, on va nécessairement comparer les 2 types de courses, parce que ce sont les mêmes voitures. Et la W Series, malheureusement, c'est pas génial. J'avais regardé la finale qui était à Brands Hatch la première saison. Chadwick était bien dominante, mais derrière, c'est pas la même chose. On est loin, là. J'ai l'impression de voir la Formule E saison 0. Là. Il y a un niveau à faire, mais bon, les filles sont pas particulièrement là. Ça manque. Le sport automobile est hyper machiste. Donc, j'espère juste que la W Series ne soit pas une espèce de... faire valoir, j'imagine. Faire valoir pour dire on a des femmes. Ouais. Puis, je le souhaite aussi parce que ça serait surtout dans les derniers mois, la Formule 1 s'est fait beaucoup critiquer pour son Re-Race as One parce que, bon, finalement, les cérémonies, c'était un peu... Ben, on va se le dire, c'était ridicule à quel point on dirait que c'était vraiment juste pour faire valoir de montrer qu'il soutenait la cause. Voilà. Exact. Et j'ai l'impression que c'est peut-être la même chose avec la W Series. J'espère me tromper. J'espère que c'est vraiment pour la bonne cause. Mais tout ça, je pense qu'on va pouvoir le voir à partir de l'an prochain et voir s'ils veulent vraiment mettre ça de l'avant. Non, c'est ce que je dis. L'important, c'est que maintenant, on va la voir compétir. Il ne faut pas non plus blâmer les filles. Ils sont là, ils sont choisis aussi pour montrer quelque chose, mais j'espère que dans le futur, il va arriver des plus performantes aussi, parce que maintenant, la fille fait le travail avec les enfants qui sont dans les karting, parce que je disais avant, il y a une fille, Marta Garcia, elle était à la W Series aussi, et elle n'a pas réussi à avancer sur la F3 parce que il n'y a pas le présupuesto, il n'y a pas l'argent non plus. Vu qu'elle, quand il était en karting, il a gagné le trophée en karting, il était comme la première, et c'était 5 ans, garçon. J'ai dit, pourquoi? Il y avait juste une fille. Et c'est ça, c'est pour ça que les filles n'arrivent pas. Parce que si pour chaque fille, tu as 5 ans, garçon, qu'est-ce que tu peux faire? Ils ne vont pas arriver. Même les garçons, ils restent derrière. Il faut qu'il y ait plus pour que quelqu'un soit capable d'arriver. Parce que maintenant, il n'y a pas grand-chose. Il y a Tatiana Calderón qui se bat depuis longtemps. Et à part c'est la seule qui a touché un Formule 1. Ouais. Juste pour essayer. Oh. Ouais, et moi, personnellement... Oui, je l'ai. Je suis de retour. Non, mais en fait, je pense que cette série... Est-ce que vous m'entendez bien, là? Ok, bonne nuit à tous. Okay. Ah, c'est... Et ouais. La connexion Internet... C'est à régler. Hein? Et c'est ouais, non, sérieux, la connexion Internet est à retravailler pour le prochain épisode. Mais pour vrai, moi, je pense que j'ai suivi la série au complet, en fait, de son introduction. Jamie Chadwick est évidemment celle qui a le plus, parmi toutes les femmes ici qui ont participé, est celle qui a le plus de potentiel pour se rendre plus loin. Il y a Catherine Legg qui devait faire partie de l'édition actuelle, qui est la plus expérimentée, qui est allée en Champ Car, IndyCar, qui a participé aux 24 heures du Mans aussi. Moi, je pense que ça va donner un tremplin aux femmes parce que c'est vrai, la course automobile, c'est un monde hyper machiste et je suis très content de voir qu'une série est capable de essayer de briser cette barrière parce que pour vrai, il faut pas que ce soit représentatif de ce que le monde essaye d'être. La course automobile doit être en mesure d'évoluer. S'ils sont capables d'évoluer
techniquement, mécaniquement, ils devraient être capables d'évoluer mentalement aussi, parce que, je veux dire, quand la Formule 1 se déplace à travers le monde, dans des pays où, justement, il y a cette possibilité de vouloir s'ouvrir un peu au monde, ben, il faudrait profiter de l'occasion pour justement dire que les femmes ne sont pas là comme des top pour être des great girls, même si ce sont des top ce sont des modèles qui sont là, mais aussi il faut pas oublier qu'il y a des femmes qui sont ingénieurs, qui travaillent dans la communication. On a même eu Monisha Kaltenborn qui a été directrice d'écurie aussi. Donc les femmes sont capables d'entrer dans le monde de la course automobile. Par contre, elles doivent faire face à de nombreux stéréotypes, préjugés. Ah, attends, j'ai pas bien compris, Anna Maria? Je disais qu'il faut juste casser la glace. C'est ça, il faut casser la glace. Puis j'espère avec la W Series, ça va permettre justement de casser cette glace, d'avoir une excellente vitrine pour dire que les femmes sont capables de participer à des courses automobiles. On l'a vu, il y a eu des femmes qui ont gagné. Alors, voilà, j'espère que la W Series va offrir tout cela en 2021. On va se croiser les doigts pour que tout se passe comme prévu. Donc, c'est ce qui va compléter cet épisode du Bulletin F1. Mais juste avant, quelques mots rapides parce que c'est très important. Une bonne nouvelle dans tout ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Vitantonio Liuzzi, ex-pilote de Formule 1. Bon, ex-pilote de Toro Rosso à Force India et Hispania Racing Team à HRT. Il y a une vingtaine de jours, il avait été frappé durement par la COVID-19. Donc, il a été obligé de s'isoler. Et même en même temps, il a passé 7 jours à l'hôpital. Et heureusement, il est négatif. Il est capable de se réintégrer à la société. Et ceci est un message pour dire, s'il vous plaît, protégez-vous. Parce que, oui, on a eu Lance Stroll et Sergio Perez qui ont été frappés par la COVID. Il y a Mario Isola, le chef de Pirelli, qui a été touché aussi. Mais on ne veut pas avoir d'autres cas comme Vitantonio Liuzzi. Alors, s'il vous plaît, protégez-vous et protégez votre entourage. Alors, c'est ce qui complète cet épisode du Bulletin F1. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast préférées. Apple, Google, Spotify, Stitcher et autres, ainsi que Balado Québec. Vous pouvez lire notre chronique sur la W Series qui va sortir en fin de semaine sur bulletinf1.com, ainsi que retrouver tous nos épisodes de podcast. Alors, n'hésitez pas à laisser des commentaires aussi sur nos réseaux sociaux, sur Facebook ou sur Twitter. Alors, Anna Maria, Jean-Sébastien, Marc-André, un énorme merci d'avoir été là. Plaisir. Oui, ça faisait du bien de revenir malgré quelques problèmes techniques. Et sur ce, je vais aller écouter l'album de Jacques Villeneuve. Alors, mon nom est Abdoussal. On continue toujours de rouler avec le Bulletin F1. On se retrouve la semaine prochaine. Si Jean-Sébastien veut encore me parler parce que j'aime Jacques Villeneuve. Bonne soirée tout le monde. Salut à tous.